Vous m'entendez? Alors bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci d'être venus aussi présents, aussi nombreux, pardon. Désolé pour le retard, ça a dû être pas très amusant, mais ça va vite changer. Alors bienvenue à la 6e édition de la finale d'Eloquentia. Ce soir, vous connaîtrez le nouveau visage d'Eloquence à Audencia, à l'issue de ce qui sera le dernier épisode de l'épopée Eloquentia 2018. Mais avant de commencer les festivités, nous nous devons d'accueillir le jury qui nous fait honneur de sa présence cette année. Avocat au cabinet Janté à Paris, il avait déjà su s'illustrer lors de votre défi RH préféré de Bilou. Je vous demande d'accueillir Patrick Thiéba. Habitué des concours d'éloquence à Audencia, considéré comme la meilleure prof de droit du travail par beaucoup, applaudissons Anne Audranly. Avocate du barreau de Nantes de grande expérience, réputée pour son sérieux et son professionnalisme, remercions Antoinette Gosselin d'être parmi nous. Et enfin, c'est la grande gagnante de l'édition 2017 d'Eloquentia, mais également un ambassadeur alumni, le renard des surfaces, toujours dans les bons coups, Capucine Gourmeux. Je tiens également à effectuer quelques remerciements qui s'imposent. Tout d'abord auprès de la PwC, notre sponsor, qui nous accompagne depuis le début et qui va notamment nous permettre de récompenser gracieusement les candidats, pas seulement le gagnant, mais aussi tous les participants. Je remercie encore une fois l'administration de nous permettre d'utiliser ce magnifique amphithéâtre de Nantes pour vous montrer cette belle finale. Je remercie encore une fois, car on ne remercie jamais assez, tous les membres du pôle éloquence, Capucine, Pierre-Louis, Victor, Carole, pour leur travail. Lucie Alban, notre président de sa commission, Lucille Laturel, Lucille Cruelline, les deux Lucille, d'Eloquentia, enfin un travail monstrueux toutes les deux, pardon, et Julien qui a fait un travail remarquable sur la com du début à la fin et qui a permis de vous faire connaître cet événement. Au commencement de l'aventure d'Eloquentia, ils étaient 54. 54 candidats que je pourrais probablement tous citer, tant ils nous ont marqués pour leur réflexion, leur sérieux, quand d'autres montraient déjà des qualités d'expression et des entourages hors normes. Nous n'avons eu cesse de nous en rendre compte, mais cette année, le niveau était exceptionnel. C'est avec peine que nous avons dû sélectionner 13 candidats pour la demi-finale. Et c'est une demi-finale dont on se souviendra encore longtemps. Peut-être pas pour la qualité des questions que mes compars et moi-même avons posées aux candidats, mais bien parce que les candidats nous ont donné la voix. Les pensées peuvent dessiner un horizon et que les mots peuvent nous y transporter. Et ce soir, il nous sera donné de voir des horizons encore plus lointains. Et nous serons transportés encore plus haut et toujours plus loin par les mots qui sortiront de la bouche de nos 7 élus. Car ce sont bien eux les vedettes ce soir. Et il est justement temps de les faire entrer sur scène. Il est grand et porte la moustache comme personne, mais n'a de dictateur que la ressemblance, car il est sans aucun doute plus aimé que craint. Je vous demande d'accueillir Grégoire L'Église. C'est une 3A, elle est sans pitié envers les sujets qu'on lui donne, n'hésitant pas à les déconstruire pièce par pièce, mais elle est néanmoins talentueuse et attachante, Constance Leroy. Son discours est théâtral, son jeu d'acteur impressionnant. Il fait honneur au BDA. Ses réelles intentions sont obscures. Nous a-t-il menti en demi-finale? Nicolas Orléac. Il a tenu un discours ici même, à ma place, l'année dernière. C'est l'ex-responsable du pôle éloquence. Il n'accorde aucun crédit à son banquier et vient pour gagner. Un tonnerre d'applaudissements pour Hugo Gravier. Lui, c'est la barre qui la porte fièrement. Équipé de sa boucle d'oreille caractéristique, il produit un discours d'une honnêteté émouvante. Et il vient pour marquer les esprits. Accueillons Micha.
Ses discours vous transportent, tant ils sont nourris de références. Il s'efforce de faire le bien et de résister à la tentation du mal au quotidien. Doué au point de faire de la promo pour Paul Dentier en plein discours, je vous demande d'accueillir Louis Michaud. Et enfin, Alban de Poulpiquet. Son discours est complet, aussi technique que drôle, aussi enivrant que convaincant, et à défaut de partir le premier, il compte bien s'imposer. Applaudissons Alban. Il y a une dernière petite subtilité dont je dois vous parler, et pour laquelle nous avons besoin de votre aide et de votre participation. Il s'agit du mot du public. Alban, qui est situé, je ne le vois pas, mais en tout cas, ah il arrive. Alban va désigner l'un de vous au volontariat qui donnera un mot à un candidat, et ce candidat devra l'inclure dans son discours. Donc on commence tout de suite, levez la main si vous voulez donner un mot au candidat. Alors déjà bonjour, j'ai choisi le mot merguez. Très bien. Et bien Grégoire, le premier candidat à passer, devra inclure le mot merguez dans son discours. J'invite les autres candidats à aller s'asseoir, et je ne vous retiens pas plus longtemps. Merci à tous d'être présents et de profiter bien. Bonsoir Nantes, c'est un plaisir que de vous retrouver ce soir, après la demi-finale de la dernière fois. Merci d'être venus aussi nombreux ce soir, tant vous, public, que notre aimable jury. Et je pense que c'est à peu près tout. Donc voici mon sujet, si le silence est d'or et la parole d'argent, à quoi bon faire de grands discours? La parole est d'argent, le silence est d'or. Ce proverbe juif, issu du Talmud, interroge immédiatement, nous offrant un spécimen rare de sujets à controverse. Le genre qui provoque de grands débats vous laisse les yeux rougis, la gorge sèche et les mains moites, dans cet ordre. Et même s'il est à peu près aussi surprenant de se demander si les grands discours ont une importance à un concours d'éloquence que de dire que la fornication est l'œuvre de Satan à un salon du X, je me plie à l'exercice. J'aimerais tout d'abord commencer par quelques mots à l'adresse de tous les pauvres qui ont pu passer les contrôles et se trouvent actuellement dans la salle. L'or vaut plus que l'argent. Car oui, les échelles de valeur sont centrales pour traiter une question dont le matérialisme apparent saute aux yeux. Bien entendu, cela n'aura pas échappé à une assemblée composée en majorité de gens qui vendraient père et mère pour un repas aux rues ou une absence excusée. Effectivement, on peut se dire que les grands discours sont devenus des encombrants, des reliques d'un passé révolu, appelés à disparaître, à l'instar du Minitel ou de la carrière politique de Manuel Valls. On peut se dire, à quoi bon faire de grands discours quand tout peut être dit en 140 caractères? Et puis de toute façon, nos pathétiques cerveaux rachitiques, plus habitués à la bouillie prémâchée qu'au complexe méandre de la pensée, font un tri des plus sélectifs. C'est vrai. On ne retient des discours des grands leaders et événements que les fulgurances les plus marquantes. La liberté ou la mort. Ich bin ein Berliner. I have a dream. Elle a le regard qui tue. Chiquita. Et il faut avouer qu'il y a une certaine grâce dans la brièveté. Là où l'homme énamouré et séducteur déclare « Madame, la rencontre d'une si belle âme me transporte au firmament et m'oblige à vous demander de m'accorder un moment. » Le Jean Gabin, lui, assène. T'as de beaux yeux, tu sais. Et une telle beauté dans la concision, le maniement des sous-entendus,
et le déploiement des possibles. Pour citer Zizou, c'est bien. Mais non, ça ne suffit pas. Soyons plus audacieux, never stop daring, comme disent les grands hommes. Et envisageons ouvertement le silence. Il a ses avantages. Tout d'abord, car lui aussi est une forme de communication. Eh oui. Tenez, si vous demandez à votre banquier s'il consent à vous prêter, qu'il regarde l'état de vos comptes, il lève les yeux et vous répond d'un... À ce moment-là, vous savez que vous allez essuyer un revers. Mais un silence, et ça tous les misanthropes le savent, c'est également un repos. Fini les piaillements inutiles. Plus besoin d'entendre parler de la grossesse de machine, de l'autre qui a pris un PV en arrivant, ou des tribulations amoureuses du dernier, là, dont j'ai oublié le nom. C'est aussi à ça que sert le silence. À se ressourcer. Oui, c'est ça. Vous fermez les yeux. Vous vous laissez guider par le son de ma voix. Faites le vide intérieur. Oubliez tous vos soucis. Pas de rattrapage ici. Vous allez vous laisser envahir par le silence. Ah non, ça ne marche pas! Et ne contestez pas. En plus, je vous ai fait discuter là-haut. Impossible de faire le vide complètement. Même dans les moments de silence, on part. En dormant, en réfléchissant même, puisqu'on énonce nos pensées. On va même jusqu'à penser à voix haute, lorsqu'on est seul, même si ça prend très vite, des proportions très théâtrales, qui deviennent assez ridicules pour l'observateur innocent désemparé. Ô rage, ô désespoir, ô vieillesse ennemie, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie? Et ne suis-je blanchi dans les travaux guerriers que pour voir en un jour flétrir tant de lauriers? Oui, alors, je comprends, c'est un petit peu agaçant, mais mon bras qui tant de fois a sauvé cet empire, et que toute l'Espagne admire, affermi le trône de son roi, trahit donc ma querelle, ne fait rien pour moi? Alors, ça arrive à tous les hommes d'un certain âge, vraiment. Oh, cruel souvenir de ma gloire passée, œuvre de tant de jours en un jour est passé, précipice élevé tombe mon honneur, dignité nouvelle, fatale à mon bonheur. Alors, je trouve que tu exagères un petit peu. Vous l'aurez compris, le principal handicap à mon propos est que quoi qu'on fasse, on en revient toujours à la parole, laquelle acquiert de ce fait un caractère plus durable que le silence, qui est lui fugace. Ainsi, s'il est vrai que les corps se flétrissent et disparaissent avec le temps, les mots, eux, restent brûlants. Et c'est tout notre être qui est pris de tremblement lorsqu'ils se déchaînent en nous et réveillent des passions que l'on pensait éteintes ou réduites au silence. Oui, discourir est un art d'aimer, loin de la contemplation froide du silence, ce grand néant. S'exprimer revient à accepter les tumultes de la vie, à se jeter dans la grande cacophonie ambiante, à vouloir sentir chaque battement du langage comme s'il émanait de notre propre poitrine. Et le silence n'est réellement précieux que lorsqu'il nous permet de mieux apprécier les mots qui nous parviennent et déchirent le voile séparant les âmes. Sans quoi, il est de plomb et isole nos semblables. Permettez-moi de finir par le début, la Genèse. Au commencement était le Verbe, par lui tout s'est fait, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. Cette parole performative, féconde et créatrice, ces grands discours qui illuminent nos vies, voilà où est la valeur. Merci à toutes et à tous.
vois bien I have a dream, mais je vois pas elle a le regard qui tue. Chaque génération a ses héros. J'ai bien apprécié, on voit vos dons pour le théâtre. En tout cas, pour faire un petit peu une pirouette sur le titre, enfin le sujet qui vous était donné, je trouve que vous maîtrisez bien la technique et du discours et du silence. Donc on accorde sans problème l'or et l'argent. J'ai bien aimé parce que c'était dynamique, c'était enlevé. Alors j'avais une question. Est-ce que finalement vous préférez la parole ou le silence? Je vous pose la question parce que finalement, l'éloquence, qu'est-ce que c'est que l'éloquence? L'éloquence c'est le regard, mais l'éloquence c'est aussi finalement la parole et le silence. Et ce sont les deux. Et j'aimerais savoir un peu, qu'est-ce qui est le plus important finalement? Qu'est-ce qui est le plus éloquent selon vous? C'est la parole ou c'est le silence? Qu'est-ce qui est le plus éloquent? Alors je pense qu'il n'y a pas que le silence qui est d'or, il y a aussi le milieu. C'est-à-dire que pour moi, comme dans une bonne recette de cuisine, l'éloquence, c'est allier tous ces ingrédients à la perfection. C'est-à-dire qu'une personne totalement silencieuse pourra, bien entendu, difficilement être éloquente. Une personne qui parle trop, a un débit trop soutenu pour dire n'importe quoi, ne sera pas très éloquente en plus, que je vois bien dans ma vie de tous les jours. Hein, ça me paraît très bien. Merci. Si ça marche, bonsoir Grégoire. Bonsoir Capucine. Merci. Désolé Michel. Moi, ce sujet m'a fait penser à une citation que j'aime beaucoup. Donc là, ça va être la minute un peu intellectuelle, excusez-moi. Une citation de La Rochefoucauld qui dit que pour lui, l'éloquence consiste à dire tout ce qu'il faut et à ne dire que ce qu'il faut. Penses-tu ce soir avoir respecté cela? Effectivement, j'ai passé de longues heures sur mon discours pour essayer d'en sortir tout le gras qui était en trop, afin de ne garder que ce qui était pertinent au regard du sujet. Après, je pense que l'une des formes de l'éloquence, c'est aussi savoir captiver son auditoire, quitte parfois à rajouter quelques ornements dans son discours pour le faire passer. C'est-à-dire que l'éloquence n'est pas toujours portée par la nécessité. Merci pour ce discours. J'ai beaucoup apprécié l'humour. Juste peut-être c'est bien que je change le message principal qui était dans votre discours. Alors pour vous, ça va quoi les grands discours? Déjà, je dirais qu'il y a deux types de grands discours, et c'est un petit peu mon message à la fin. C'est-à-dire que si les grands discours ont aujourd'hui une image désuète, c'est parce que trop souvent, ils ont été associés un petit peu à une forme de volonté faible, c'est-à-dire de l'orateur qui va, notamment politique, qui va énormément parler, mais ne pas agir derrière. Alors que le grand discours qui lui va être couplé à une action, à mon avis, a une vraie utilité dans le monde. Et puis après, moi, à titre personnel, je suis un parleur invétéré, un numéro de mots, donc je pourrais difficilement
me faire autre chose que l'apôtre des grands discours. Encore merci. Et le mot du public pour Constance, s'il vous plaît, quelqu'un. Retard, Cumulonimbus. Merci pour elle. L'homme doit-il avoir des seins pour tenir debout? Amusant comme question. La prochaine fois, essayez peut-être de me regarder dans les yeux quand vous me cherchez un sujet. Alors, tentons d'imaginer un homme avec des seins. Et surtout, doit-il avoir des seins pour tenir debout? Pourquoi pas? Alors, au rang des considérations un peu lourdingues, petit 1, en termes d'équilibre physique, on est sur un bon ratio avant-arrière, c'est pas mal, on tient debout. Petit 2, s'ils en avaient, ils perdraient peut-être moins de temps à regarder les nôtres, peut-être qu'ils allaient faire un peu plus haut et debout. Voilà, c'est fini. Donc maintenant, on va rentrer un petit peu dans quelque chose d'un tout petit peu plus intellectuel et digne de cette finale. Pourquoi cette question est inhabituelle? En fait, ce qui est amusant, c'est qu'il y a quelque chose de perturbant dans ce sujet. On se demande si un homme doit avoir des seins pour être équilibré, pour tenir debout dans les difficultés, alors habituellement, on a plutôt été habitué au schéma inverse, à savoir des femmes qui devaient se masculiniser pour se réaliser. On en a de nombreux exemples dans l'histoire. Je pense ici à Jeanne d'Arc, qui s'est armée de l'attribut masculin de son époque, qui était l'armure et l'épée, pour guider un groupe d'hommes à la victoire et goûter l'envoi hors de France. Ensuite, à George Sand, qui elle-même a revêti l'attribut masculin de son temps, qui était le pantalon, et a travesti jusqu'à son propre nom pour se faire une place parmi les écrivains hommes de son temps. Mais ici, le sujet nous propose le schéma inverse. L'homme pourrait-il mieux se réaliser en se féminisant, en adoptant, à l'image de Jeanne ou de George Sand, l'attribut féminin de tout temps que sont les seins? Alors, Jeanne au secours, me direz-vous? Je voudrais citer ici l'auteur de cette citation parce que c'est un petit peu border. Mais alors pourquoi faire? Depuis quand avoir des seins est-il un avantage alors qu'ils ont tant de fois paru si encombrants? Je penserai ici à une pièce de théâtre qui est malheureusement méconnue mais qui est absolument superbe, qui s'appelle Les Mamelles de Tirésias d'Apollinaire, où il met en scène une héroïne qui décide de changer de sexe pour pouvoir réussir dans cette société verrouillée par les hommes. Et dans la mise en scène, elle dispose de 2 ballons de baudruche en guise de poitrine qui symboliquement s'envolent en l'air pour symboliser justement la fin du joug de la féminité et de la maternité. Alors c'est un tout petit peu déprimant parce que ça veut dire qu'elle ne peut pas réussir sans être une femme. Mais c'est surtout qu'en fait, on se demande quel intérêt pour l'homme de se mettre dans la peau d'une femme alors qu'on a tellement été habitué au schéma inverse. Tout d'abord, on se demande donc est-ce que l'homme gagnerait à se féminiser et est-ce qu'on arriverait vers un mythe de l'androgyne? Tirésias toujours, mais cette fois-ci le mythe. Dans la mythologie grecque, c'est le mythe de la métamorphose d'une jeune femme qui était poursuivie par Apollon, qui... alors dans la mythologie c'est décrit parce qu'il était complètement amoureux de sa beauté, en fait il voulait la violer, hein, c'est tout, et elle ne voulait pas trop, enfin, voilà. Du coup il l'a punie, parce que quand même, du coup il l'a transformée en homme pour la punir et elle-même la soumettre au déséquilibre, au tourment de l'éros, des pulsions sexuelles. Alors si on adresse ce mythe, est-ce que finalement l'équilibre ne résiderait pas dans une espèce de créature mixte, une créature androgyne qui serait à la frontière de l'homme et de la femme, la créature la plus équilibrée qui soit? On peut penser ici à l'esthétique artistique de la Renaissance, où les personnages représentés étaient vraiment des créatures à la lisière des deux sexes, à l'image de Saint Jean-Baptiste de Léonard de Vinci, qui est une peinture absolument ambiguë, où le personnage pourtant très musclé a un visage extrêmement féminin et semble presque cacher sa poitrine derrière la fourrure qu'il revêt. Mais nous ne sommes pas ici dans le débat d'un troisième sexe, puisqu'ici on étudie un homme qui serait doté d'un attribut féminin et non un androgyne. De même qu'Aurore Dupin n'est pas devenue moins femme ou plus androgyne en devenant George Sand et en mettant un pantalon,
Et c'est pas Musset qui va dire le contraire. Merci. Ici, on veut savoir si le schéma tiendrait dans l'autre sens et surtout si cela apporterait plus d'équilibre à l'homme. Mais alors, l'homme souffre-t-il donc d'un déséquilibre? Oui. Je vais expliquer. C'est ce que suggère en tout cas le sujet, qui tente de trouver une solution pour que l'homme puisse réussir enfin à tenir debout. Et en effet, aujourd'hui, l'équilibre de l'homme est un peu mis à mal. Et cher maître, si vous me le permettez, je me ferai aujourd'hui l'avocate de vous, messieurs. En réalité, je souffre pour vous. On vous demande aujourd'hui d'être galant sans être machiste, d'être protecteur sans être possessif, d'être fort sans être insensible, d'être attentionné sans être patriarcaux, d'être séducteur sans être des porcs. Et à travers cette espèce de cumulonimbus trouble dans lequel évolue aujourd'hui le résultat d'un nombre infini de déséquilibres qu'on subit avant les femmes, le résultat est qu'aujourd'hui, c'est à l'homme de peiner à trouver son équilibre dans cette balance. Et alors, le sujet choque, parce qu'on impose un attribut physique féminin à un homme. Mais finalement, c'est un peu ce qu'on leur fait aujourd'hui aux hommes psychologiquement. On leur demande déjà d'adopter des qualités autrefois associées aux femmes. Les clichés ont donné la vie dure aux femmes, à l'image de Robert Adjib en 1966, qui fut la première femme à courir le marathon de Boston déguisée en homme. L'argument était « Une femme est trop faible pour courir un marathon ». Alors, intellectuellement parlant, on est sur un truc à peu près équivalent à on en reparlera quand il faudra porter quelque chose de lourd ». Ou il paraît que les femmes ne savent pas faire de cabane. Ah. La femme a été contrainte par le concept de l'éternel féminin qui a été dénoncé par Simone Veil, de Beauvoir, n'importe quoi, excuse-moi Simone, je suis désolée. J'ai écouté le bouquin en plus. Simone de Beauvoir, donc. Et l'homme, à son tour, va se libérer de ce qu'on pourrait appeler l'éternel masculin, fait de sueur, de soirées FIFA, de protes et d'humour assez lourd. C'était pas pour toi, Grégoire. Hein. Et ce sont donc les mêmes clichés qui ont emprisonné l'homme. Alors que tout homme a le droit de préférer faire de la danse classique à du football, et peut-être que certains joueurs du Paris Saint-Germain auraient dû suivre leur vocation première. L'homme a le droit aujourd'hui de se libérer à son tour, de retrouver un équilibre. Et peut-être que ce rééquilibrage, c'est justement cette acceptation et le retour à sa vraie nature. Peut-être que s'il avait l'attribut féminin par excellence, à savoir les seins, l'homme pourrait détourner la phrase du Tartuffe et s'écrier « Ah, pour avoir des seins, je n'en suis pas moins homme ». Car il peut être pleinement homme tout en arborant des attributs féminins. Et j'invoque ici Apollon à travers ce que j'appellerais l'équilibre du laurier. Apollon poursuit Daphné, une jeune femme qui résiste à ses charmes, mais ça fait des fois. C'est bien, Apollon quand même. Et donc Daphné, qui voyant qu'elle ne peut pas lui échapper, demande à son père, un fleuve, c'est pas très long, son père le fleuve, voilà, le béton, de la sauver, et il répond à sa demande et la change en laurier. Merci papa. Ce qui lui permet donc d'échapper aux joues d'Apollon. Et Apollon, épris de chagrin, arrache une branche de ce laurier qui, dans la mythologie grecque, reste pleinement Daphné, le tresse en couronne et en fait son attribut. Et ainsi, Apollon revêt l'attribut féminin qui sera sa marque de fabrique en fait, puisque souvent il n'a pas beaucoup de vêtements, du coup il a toujours la couronne. Et c'est ainsi que dans l'Antiquité grecque, qu'elle soit mythologique ou historique, on nous présente des hommes pleinement virils, extrêmement musclés, chefs de guerre, stratèges, mais pourtant dont les vertus poétiques, artistiques et sentimentales sont toujours louées. Cela représenterait donc l'équilibre par excellence de l'Apollon qui Phébus le matin, enfin non mais pas Phébus, non. Alors Phébus et Apollon c'est la même chose, donc qui sur son char triomphe de la nuit le matin pour faire advenir le jour, et le même Apollon qui le jour chante ses déboires sentimentaux sur sa lyre. Alors il est contre nature pour un homme de s'interdire des attributs soi-disant féminins, car son équilibre naturel va plus loin que ses clichés. Et puisqu'on parle de nature, on peut même, grâce à un point de vue biologique, prendre le sujet au pied de la lettre. Alors restez bien assis, messieurs, vous n'allez pas comprendre ce que je vais dire, mais c'est vrai. Une étude biologique explique que les hommes possèdent le même dispositif nourricier que les femmes,
Moins performant certes, mais qu'une théorie sur les mammifères dit même qu'à l'origine, mâles et femelles allaitaient les petits. Pour des raisons de sélection naturelle évidentes, le mâle a progressivement délaissé cette fonction pour aller faire autre chose que nourrir les petits, parce que quand même, on n'est pas des deux. Sauf chez les pygmées d'Afrique centrale, dont vous serez ravis d'apprendre que ce sont les hommes qui allaitent encore aujourd'hui les petits. Les enfants, quoi. Il n'est donc même pas contre nature d'imaginer un homme avec des seins en tant qu'organe nourricier, puisqu'à l'état naturel, c'est une possibilité. Ainsi donc, la question proposée par le sujet, se pose, puisque tout simplement on ne se l'est jamais posé dans ce sens-là, et qu'aujourd'hui un homme peut souffrir de déséquilibre entre les clichés de la virilité et la pression sociale qui le pousse vers des attributs qui lui étaient inhabituels. Les hommes doivent aujourd'hui se réemparer de ces attributs, afin de retrouver leur équilibre, tenir debout à l'heure où les femmes ont su elles aussi dépasser les clichés. Messieurs, soyez pleinement des hommes, équilibrés, libérez-vous à votre tour du sexisme, ayez le courage de vous emparer des attributs que vous interdisez. Et je finirai avec une exhortation très simple. Aujourd'hui, les femmes portent leurs couilles, alors messieurs, portez vos seins. Merci. Je pense que si Jules César a réussi à conquérir la Gaule en jupe, alors je pense qu'on peut très bien défendre l'éloquence en robe. Constance, moi j'avais une question. D'abord, je reviens sur le premier candidat. Est-ce que vous avez entendu le mot merguez? Non. Le mot merguez, qui peut être prononcé à un moment donné. Monsieur le candidat numéro 1. Oubliez. Alors, si vous voulez, je peux reprendre. Hein, donc, ce proverbe juif, un grand peuple amateur de merguez. J'espère ne pas être convoqué par le cri. Merci à vous. Vous avez prononcé un mot qui me paraît important, qui est le mot sexisme. Et je pensais que vous alliez peut-être davantage être sur le sujet du sexisme. Parce que finalement, dans le monde que moi je connais pas mal en tant qu'avocat en droit du travail, c'est-à-dire le monde de l'entreprise, où souvent les femmes sont obligées d'adopter des codes des hommes, est-ce que derrière cette question, il n'y a pas, selon vous, justement, une sorte d'injonction faite aux hommes de changer de comportement et finalement, en revêtant des attributs féminins, est-ce qu'on ne demande pas aux hommes de changer finalement d'attitude? Moi, je pense tout d'abord que ça ne vous aura pas échappé. Je n'ai pas voulu rentrer dans un schéma de guerre des sexes, parce que pour moi, c'est quelque chose qui est tout à fait délétère et qui n'a pas sa place. Et c'est pas par là que je voulais aborder le sujet. Cependant, évidemment que l'idée que vous venez de défendre, Maître, était évidemment... mon discours en était emprunt. Et pour moi, j'ai trouvé intéressant aujourd'hui d'aborder la question du sexisme et des rapports hommes-femmes du point de vue de l'homme, et aussi de son déséquilibre à lui. Et je pense que c'est exactement ce que vous dites. Je pense que finalement, si dans l'histoire, certains chemins étaient interdits aux femmes, c'est aussi parce que les attributs féminins étaient interdits parmi les hommes. Et que je pense que si les hommes s'habituent et tolèrent plus entre eux des attributs qu'ils appellent féminins, ce sera plus facile de tolérer les femmes. Je tout simplement, moi j'ai un petit frère qui est fan de patinage artistique, on s'en fout, de toute façon, il regarde même pas, mais... Enfin, il regarde pas, mais... Et en fait, je me rappelle très bien de cette image où tu avais dit regarder le patinage artistique, il était à fond sur le danse libre. Et là, j'ai un autre frère qui descend, et il zappe sur Bing, il fait « Ouais, allez, OL !» Et c'est vrai que je dis, en fait, c'est les hommes entre eux qui n'acceptent pas, qui s'interdisent des attributs féminins, et qu'en effet, peut-être que, entre guillemets, porter des jupes, porter des seins au sens figuré du terme, ça peut aussi avancer les choses.
pour votre discours. Moi, j'ai beaucoup aimé les références, votre humour. J'ai bien aussi apprécié la façon dont vous avez abordé ce sujet. C'est tout à fait original et inattendu. Maintenant, j'ai une question, une simple curiosité à vous poser. Qu'avez-vous pensé quand on vous a soumis ce sujet? À vous, femmes. Alors évidemment, je me suis dit, tiens, je suis la seule fille, j'ai le sujet sur les boobs. Mais je me suis dit, non, c'est quand même Eloquentia, c'est la finale, il y a du public, il y a un peu de prestige. En fait, j'ai essayé un peu de manier le sujet, de décomposer, de regarder. Et en fait, c'est là que au début, je trouvais que la formulation était étrange. Je n'arrivais pas à tenir cette formulation. Je me disais, tiens, c'est pas comme ça qu'on a juste le voir écrit. Et en fait, c'est là que j'ai compris qu'en fait, tenir debout, il y avait toute cette question d'équilibre, et qu'en fait, avoir des seins, c'était cette espèce de symbole qui en fait portait sur l'équilibre de l'homme. Et c'est là que je me suis vraiment intéressée, parce que finalement, même dans les combats féministes, on étudie les déséquilibres dont sont victimes les femmes. Et parce que parfois, c'est aussi l'homme qui a du mal à trouver sa place dans cette balance. Et si chacun trouve son propre équilibre loin des clichés, je pense qu'on n'aura plus besoin de répondre à ce genre de questions dans quelques années. Rapidement. J'ai une question qui peut-être n'a aucun sens, mais qui moi me faisait rire, donc pourquoi pas. Je fais ma réflexe. La femme doit-elle au contraire avoir des attributs masculins pour s'asseoir correctement? Alors, je suis quelqu'un de très visuel, donc je sais me représenter. Alors, un mec, une femme. Non, alors personnellement, j'arrive très bien. Enfin, non, non. Merci. Nico, À ton tour. un petit mot pour Nico, quelqu'un? C'est bon. Paris Centre. Pardon? Paris Centre. P-A-R-Y-C-E-N-T-R. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, c'est à toi de le mettre où tu veux, tu l'inventes. Merci. Mais pas ça. Mettez-vous. Je vous en supplie. Tout, mais pas ça. Je ne crois pas être capable de le supporter. J'essaie de faire de mon mieux pourtant. Je vous le promets. Je fais des efforts. Sans cesse, je pense que je m'améliore, mais c'en est trop. Si je dois en arriver là, je ne pourrai plus dire un mot. Tout, mais pas ça. Vous pourriez prendre cette expression à la légère. Cette formule, a priori toute faite, n'a plus beaucoup de sens pour chacun d'entre nous. Et pourtant, le sens, elle renferme un profond. Pour moi qui la prononce, c'est une supplication. Vous pourriez alors penser que je suis le seul à désespérer. Mais vous vous trompez. Tous autant que nous sommes, nous avons notre ça. C'est une angoisse immense. Un souvenir qu'on voudrait oublier. Une peur profondément ancrée au fond de notre être qui pèse sur notre vie telle une épée de Damoclès. Pour nos ancêtres les Gaulois, c'était que le ciel leur tombe sur la tête. Pour l'administration de Dentia, ce ça est la juxtaposition du mot sigène et du chiffre 7 qui provoque instantanément chez eux une terrible crise d'angoisse. Pour les apôtres du chaos, encore, c'est un wahissant d'un galop. Pour Hugo et Constance, ce ça est peut-être la peur de réanimer le souvenir de mercredi soir dernier. Lorsque l'adrénaline de la qualification en finale d'Eloquentia et les vapeurs de l'alcool plongeaient leurs yeux dans le vague et animaient leur corps pour un twerk enflammé au milieu de la piste du Warwick. Pour Cyrano, le ça c'est son nez.
cette monstruosité qu'il porte au milieu de la figure et qui l'empêche d'avouer son amour pour Roxane. Pour moi, enfin, ce ça, c'est peut-être ce mot sorti de nulle part, polycentre, qui m'est imposé ce soir à la finale de Lucentien. Vous voyez, ce sont ces horreurs que tous nous essayons d'éviter. Ce sont ces menaces, enterrées au plus profond de nous, que nous voudrions écarter lorsque le souffle court, la main tremblante, les yeux pétrifiés, nous murmurons. Tout n'est pas ça. Réfléchissez tous un instant. Demandez-vous sincèrement ce qu'est votre ça. Allez, prenez un instant. Je vois des visages qui se crispent, des mains qui s'agitent, des regards pris de panique. Ne vous en faites pas. Le seul à demander grâce ici, c'est moi. Tout n'est pas ça. Cette formule n'est pas à prononcer à la légère. Et si je la dis devant vous, c'est que je suis prêt. Oui, je vous l'assure, je suis prêt à tout pour que ça n'arrive pas. Maintenant, vous avez peur, je le vois. Vous vous dites que je suis prêt à tout, mais surtout à n'importe quoi. Et vous n'avez peut-être pas tort. Car lorsque nous disons tout mais pas ça, nous avons notre faiblesse, notre fragilité. Et alors, deux possibilités s'offrent à nous. Le choix par défaut ou l'engagement. En effet, nous pouvons être du côté de ceux qui sont prêts à tout et n'importe quoi pour ne pas subir, vivre ou ressentir ce qui est selon eux le pire qui puisse leur arriver. Ou alors nous pouvons être de ceux qui, plutôt que d'abdiquer, s'engagent et choisissent résolument, fermement, de tout risquer, de tout remettre en question. C'est peut-être cela qui sépare le nazi du collabo. Pardon, du résistant. Il y a celui qui, par peur du bolchevisme, est prêt à devenir fasciste ou nazi. Et il y a l'autre qui, tel le général de Gaulle, s'en va à Londres, risque tout, sacrifie tout pour dire tout mais pas l'armistice, tout mais pas la compromission. Si Hugo est Pétain, il sera prêt à faire n'importe quoi, niera les faits, clamera haut et fort qu'il est gay, que c'était une autre, ou ne tardera pas à aller de choc en choc pour cacher ses sentiments qu'il garde au fond de lui-même. Si, au contraire, il se révèle en De Gaulle, il s'engagera. Il n'hésitera pas à demander Constance en mariage, et ensemble ils auront 3, 4, 5 enfants, un golden retriever et un grand monospace pour aller à la messe tous les dimanches. Car au fond, tout n'est pas ça. C'est le dilemme du choix qui nous est posé. Voulons-nous être passifs, subir nos choix, faire n'importe quoi par peur de ce que nous supposons être le pire? Ou choisissons-nous, au contraire, d'être acteurs de nos choix, de nous accomplir par et en eux? Pour autant, le ça est-il toujours mauvais? Faut-il toujours le craindre? Faut-il toujours en avoir peur? Je ne crois pas. Il existe un bon ça, un ça collectif, qui nous rassemble et fonde notre civilisation. Ce ça, c'est ce qui nous est insupportable. C'est ce que l'on doit refuser à tout prix pour rester humain. C'est ce qui pousse Antigone à défier Créon. Ce qui inspire Sophie Scholl à diffuser des tracts anti-nazis, ce qu'elle paiera de sa vie à l'âge qui est le mien aujourd'hui. C'est celui qui inspire l'abbé Pierre lorsque le 1er février 1954, au cœur de l'hiver le plus froid du siècle, il pousse le cri de détresse à la radio. Mes amis, au secours. Une femme vient de mourir gelée cette nuit à 3 heures sur le trottoir du boulevard Sébastopol, serrant sur elle le papier par lequel avant-hier on l'avait expulsée. C'est ça sont les limites qui forgent notre humanité, qui fondent notre espèce, et qui en cela la distinguent de toutes les autres. Le seul ça que je vous demanderai alors de bannir, c'est celui de Cyrano. Ce ça que l'on porte au bout de notre nez. Celui qui, injustement, nous contraint, nous empoisonne. Celui que l'on croit insurmontable, alors qu'il est dérisoire. Alors enfin,
Ne cherchons pas à nous faire passer pour des chrétiens, aussi beaux soient-ils. N'attendons pas l'obscurité pour déclarer. Certes, ce sentiment terrible et jaloux qui m'envahit, c'est vraiment de l'amour. Il en a toute la fureur triste. De l'amour, et pourtant il n'est pas égoïste. Ah, que pour ton bonheur je donnerais le mien, quand même tu devrais en savoir jamais rien. De mon ça, j'ignore toute la forfaiture, et je me laisse enfin t'avouer en un murmure que de ces mornes apparences, je fais fi, et ma décision n'en est que plus affermie. Je t'aime, Roxane, et de toute ma personne monte vers toi cette ode qui, tel un cyclone, remplit nos cœurs et embrase Eloquentia qui ne pourra plus jamais dire tout, mais pas ça. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Capucine. Avant toute chose, est-ce que tu as eu le temps contre l'humour et le sens? Pas du tout. Alors, En revanche, je voulais venger Grégoire. C'est fait. j'ai une autre question pour toi. Tu dis que ce ça, c'est ce qui nous fait peur et tout ça. Pour toi, qui te fait peur, quel serait le ça? Honnêtement, je pense que mon sein est la peur de ne pas être à la hauteur de tout ce qu'on m'a transmis. De me montrer indigne des chances, des capacités, des dons qu'on m'a donnés, qu'on m'a transmis. Je crois que c'est peut-être ma plus grande peur. Moi, je vais poser la question de l'autre côté, alors quelle serait pour tout? Tout l'enjeu était de savoir si on est prêt à faire n'importe quoi pour éviter le sein, ou si, au contraire, il faut s'engager. Je crois que si j'étais prêt à faire n'importe quoi, mon tout, ce serait le mensonge. Ce serait la dissimulation, le mensonge aux autres, le mensonge à moi-même. N'être au fond qu'apparence, pour cacher, en fait, le fait qu'on n'est pas digne de ce qu'on nous a transmis, le fait qu'on ne l'a pas mérité, ou alors qu'on n'agit pas de telle sorte qu'on le fait fructifier. Mais je crois au contraire que le bon tout, le bon choix, celui de l'engagement, c'est celui d'en avoir conscience jour après jour de la tâche de l'héritage qui pèse sur nous, et de chercher jour après jour à le faire fructifier. Oui. Nicolas, moi j'ai pas de question, mais je voulais réagir sur votre prestation. C'est important aussi de s'arrêter sur la prestation des candidats. Je vous ai trouvé très impliqué par le sujet. Et ça m'a vraiment plu. En plus, vous avez une voix qui porte bien, et vous savez jouer de votre voix. Et l'éloquence, c'est aussi ça. On parlait tout à l'heure un peu de savoir instaurer des plages de silence. Ça, j'aime bien. Je trouve que c'est vraiment c'était une belle prestation. Et je regardais un peu l'auditoire, et vous avez su capter le public. Et ça, c'est vraiment ça aussi. Un petit peu rapidement, Tout n'est pas ça, c'est aussi le titre français d'une comédie italienne. Je ne sais pas si vous le saviez, un film de 2015, Eduardo Falcone. Si, j'ai cherché sur Wikipédia forcément. Voilà. Et c'est intéressant parce que je ne sais pas si vous avez vu le film, parce que c'est une comédie, mais en même temps, c'est la vie d'un homme qui se désagrège parce que finalement son fils décide d'embrasser la prêtrise alors qu'il avait été élevé dans un monde totalement laïque. Encore une fois, bravo, j'ai trouvé que c'était très bien. Je vais vous poser un petit peu la même question que la première qui vous a été, la deuxième qui vous a été posée, parce que j'ai l'impression que vous avez répondu à cette question. Que vous pourriez-vous supporter pour que le ça n'arrive pas? Pour que votre ça, dont vous nous avez parlé, ne pas être digne de ce qu'on vous a donné, que seriez-vous prêt à supporter pour ne pas être indigne? Comme je le dis, tout dépend, en fait, de la façon dont on l'envisage.
tout dépend. Vous voyez, j'aime bien l'exemple du collabo et du résistant, parce que le collabo, face à son sac qui est le bolchevisme, il est prêt à n'importe quoi, il est prêt à toutes les perversions, les trahisons, pour que ça n'arrive pas. Il est prêt à devenir fasciste, il est prêt à devenir nazi. Alors que le résistant, lui, au contraire, face au ça qui peut arriver, il décide de créer sa propre virtualité, sa propre réalité. Il décide de créer un monde dans lequel ça n'arrivera pas. Et je crois que dans mon cas, au regard de ce que peut être mon ça, la seule possibilité possible, le seul tout qui m'est possible de faire sans être indigne, sans mentir, sans tromper, c'est justement celui de, jour après jour, avoir conscience des dons qui m'ont été transmis et de chercher à les faire fructifier. Je ne vois pas comment je pourrais faire autrement. Dans votre discours, avant qu'on vous parle de polycentre ou barycentre, vous avez indiqué quoi comme ça? Comme rien. Ça, votre ça? Rien. Rien. Merci Nico. Hugo, c'est ton tour. Liposuction. Merci. Mesdames et messieurs les juges, mesdames et messieurs les jurés, je suis Cain, je suis Ponce Pilate, je suis Judas, je suis Pétain, je suis Klaus Barbie, je suis Saddam Hussein, je suis celui qui a tort, je suis celui qui est du mauvais côté de l'histoire, et aujourd'hui, je suis celui qui est derrière la barre des accusés. Vous me faites rire avec votre justice, avec votre soi-disant tribunal. Comment? L'histoire serait impartiale, serait juste, finie? Non. Elle n'est ni impartiale, ni juste, et ni finie. Laissez-moi vous éclairer, vous révéler ce secret de Polichinelle. L'histoire est écrite par les vainqueurs. Regardez Hiroshima, ville de poussière, corps de cendres, victoire militaire sur des civils dont la chair tombe en lambeaux. Para que aprendan, nous disent-ils. En plus, votre tribunal ne sert à rien. Certes, il peut aider au salut des victimes, il peut servir au salut public, à la cohésion des peuples et de la démocratie, mais mes erreurs, ma haine et ma rancœur jamais ne s'éteindront. L'âme des massacres jamais ne mourra, car l'histoire se répète toujours, et en pire. Il n'y a pas que l'Europe qui a connu les guerres, l'occupation, la barbarie, et s'il y a bien des combattants de la liberté, à aucun moment ils ne sont innocents. À aucun moment cette liberté ne dure, à aucun moment ils ne l'instaurent sans coup de baïonnette et de canon. Alors je ne vous dirai pas que je n'ai rien fait. Je ne vous dirai pas que je n'ai pas massacré, que je n'ai pas trahi, que je n'ai pas menti, que je n'ai pas fait plonger la civilisation dans la sueur, le sang et les larmes. Mais ne me retirez pas mon humanité. Cette dernière n'est pas le pendant de la morale. Elle ne l'a jamais été. Et si j'ai commis une faute, c'est d'avoir été humain, trop humain. Prenez le nazi. N'a-t-il pas Dieu? N'a-t-il pas des mains, des organes, des dimensions, des sens, de l'affection, de la passion, nourris avec la même nourriture, blessés par les mêmes armes, exposés aux mêmes maladies, soignés de la même façon dans la chaleur et le froid du même hiver et du même été que les chrétiens? Si vous le piquez, ne saigne-t-il pas? Si vous le chatouillez, ne rit-il pas? Si vous lui faites une liposuction, ne mérite-t-il pas? Ne meurt-il pas? Je ne suis pas le grand méchant loup qui fait peur dans les fables.
136 femmes et 82 enfants. Je ne suis pas le diable. Et s'il vous est réconfortant de me prendre pour un monstre, car cela vous montre que vous êtes incapable de faire la même chose que moi. Et pourtant, le mal est si banal, il est en chacun de nous, surtout lorsque vous pensez faire le bien. Moi, je pensais accomplir mon devoir, être au service d'une cause. Je pensais vous servir l'histoire, et vous éviter l'horreur. Vous m'avez aimé, appuyé, adulé, avant de vous rebeller, de me renier et de m'abandonner. Mais rassurez-vous, vous êtes comme nous. Il ne vous reste que la haine face à nous. Comme le disait Camus, il vous reste cette fureur qui vous brûle l'âme. À la haine des bourreaux, vous répondez par la haine des victimes et vous ne pourrez pas me juger avant d'avoir guéri vos cœurs de ce poison qui vous ronge. Après m'avoir combattu sur terre et m'avoir vaincu, il faudra me terrasser dans vos cœurs, dans vos esprits et dans vos âmes. Maintenant, je les vois préparer la corde. Par ma mort, vous serez tous contents. Ciel offensé, loi violée, peuple massacré, ville annihilée, enfants abandonnés. La solitude me prend. Les seuls souvenirs qui me restent sont les corps froids étalés dans les vallons inondés de lumière. L'échafaud m'attend. En ce jour-là, mes amours mortes en auront fini de mourir. La première chose est de ne pas m'oublier. Contrairement au mot de Brel, qui commence déjà à disparaître, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps, des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois. Au contraire, ne m'oubliez pas. Faites-moi vivre tous les jours dans le cœur, tous les jours plus fort, tous les jours encore, car si vous m'oubliez, je serai à nouveau là. Bref, je disais que le ventre de la bête est toujours fécond, et il le sera d'autant plus si vous me faites disparaître avec la poussière du temps. Ne m'oubliez pas, car après avoir gagné la guerre, il faut construire la paix. Il n'y a pas mieux qu'un totem de massacre pour vous faire comprendre que la guerre est toujours le chemin le plus long et que la haine est toujours la sanction d'un échec. Rappelez-vous Chirac, rappelez-vous le Veldiv, rappelez-vous qu'il faut témoigner, encore et encore. N'occultez pas les heures sombres de votre histoire, n'occultez pas la noirceur de vos âmes, car pour vous, ce n'est qu'ainsi que vous pourrez défendre une belle idée de l'homme, de sa liberté et de sa dignité. Il y aura aussi ceux qui vous diront, expliquer, c'est déjà vous voir excuser. Je n'aime pas citer Valls, mais là je l'aime encore moins. Si vous ne m'expliquez pas comment me vaincre, comment me terrasser, comment me dominer, expliquer l'horreur, ce n'est jamais plaisant. C'est toujours dangereux. Mais si vous ne pouvez pas me faire comprendre à quel point je suis monstrueux, alors vous aurez déjà perdu une bataille sur les cœurs et sur les âmes. Ne pas expliquer le mal, c'est maintenir son énigme, son attrait, la fascination qu'il peut exercer. Maintenant, je sais que je vais mourir. Je ne sais pas si vous êtes familier avec Guy Moquet, mais ce que je vous demande, surtout à vous, cher public, c'est d'être courageux. Moi, je suis lâche, et je l'ai été autant que tous les précédents. D'ailleurs, je les entends qui viennent me chercher. J'ai été lâche, car je n'ai pas su aimer. Je n'ai pas su faire confiance et j'ai cédé trop rapidement à la peur. Mais ce que je souhaite de tout mon cœur, c'est que ma mort serve à quelque chose. C'est vous faire comprendre que rien n'est plus beau, rien n'est plus fort que l'amour, que vous ne devez pas céder à l'appel des sirènes de la haine. Faites un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où celui ou celle que vous aimez sera souverain ou souveraine. Adieu. Hugo, merci. Là aussi, j'avais pu voir, lorsque j'étais venu, votre capacité à convaincre et à discourir, et c'est une vraie capacité que vous avez, de bravo. Vous savez occuper de la scène, c'est bien.
j'avais un point le cruel de l'histoire. Il n'y a pas très longtemps, et pardon, la question n'est pas très drôle, mais le sujet n'est pas forcément prête pas à rire non plus. Le gouvernement polonais a décidé de punir de 3 ans d'emprisonnement quiconque ferait état de camp d'extermination polonais, en référence évidemment au camp de concentration nazi. Pourtant, il y a eu à cette époque beaucoup de pogroms, il y a eu beaucoup de juifs tués. Et je voulais un peu vous interroger rapidement, pardon, sur la tentation que l'on peut avoir de revisiter l'histoire. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout d'abord, je pense que ce n'est pas une tentation, je pense que c'est un fait. L'histoire est toujours revisitée, et c'est bien le propos de ce discours, c'est qu'elle est toujours écrite par les vainqueurs, toujours vue d'une certaine manière, et on n'a pas toujours tous les faits. Vous parlez de la Pologne, alors parlons du massacre de Katyn, une horreur, une boucherie, et c'est toujours très compliqué de faire revivre ces moments-là, de les décrire, de les expliquer. Et on voit à quel point, à chaque fois qu'on touche à l'histoire, ça suscite un tollé. Regardez les pamphlets antisémites de Céline, regardez la publication de Mein Kampf, regardez toutes ces choses horribles qu'on doit pourtant étudier, revoir. Alors, oui, on a la tentation de réécrire l'histoire, oui, on a la tentation de modifier les choses, et je pense que c'est là où l'historien apparaît un peu comme quand même ici. C'est son travail, c'est son rôle fondamental, c'est justement de décrire l'histoire de la meilleure manière qui soit. Merci. Je n'ai pas vraiment de question à vous poser, si vous vous féliciter d'avoir pensé à aborder le sujet de cette manière, en vous mettant à cette place-là. C'est pas forcément évident, je pense. Et effectivement, je pense que vous avez de toute façon un don pour l'éloquence. On en avait parlé lors de Béguilou en vous voyant faire votre présentation. Maître Thiébar m'avait dit ah, il est bon, lui, il sera peut-être meilleur au concours d'éloquentia qu'en droit du travail sur le cas Béguilou. Donc merci d'avoir donné raison. Une chose, le rôle de la victime est facile lorsqu'on a été redoublant et crucifié en commission de redoublement. Merci. Merci Hugo. Moi aussi, il y a quelque chose qui m'a vraiment plu dès le début, c'est d'envisager cette question et cette problématique du côté de l'humanité du monstre, entre guillemets, de l'histoire. Et c'est une question qui me parle vraiment à l'avocat pénaliste et qu'on entend beaucoup, qui est posée aux grands pénalistes. Peut-on tout défendre? Comment vous avez pu défendre cet homme? Est-ce que vous auriez pu être l'avocat de Klaus Barbie? Et ça m'intéresserait de voir comment vous pourriez répondre à cette question. Alors, je vais citer un homme que l'administration nous a malheureusement refusé ici, M. Dupond-Moretti. M. Dupond-Moretti, lorsqu'il entre dans le tribunal pour aller défendre les femmes, je ne sais plus qui exactement, se fait insulter copieusement lorsqu'il entre dans le tribunal. Et on lui dit « Alors c'est ça un avocat ?» Sous-entendu, salopard, t'es qu'un mécréant et compagnie. Et là, Dupond-Moretti, il est là, complètement tremblant, il se retourne et il dit « Ouais, c'est ça un avocat. » Et après, il continue dans le tribunal et il se marmonne, mais le micro l'entend. « Ouais, c'est ça être un avocat. » Et c'est ça qui est beau dans cette profession-là, c'est que vous ne faites jamais affaire à des monstres en vérité. Vous faites affaire à des êtres humains qui ont commis des actes et qu'il faut juger. Et la beauté de la justice, c'est justement de pouvoir les juger. Lorsqu'on a jugé à Nuremberg, par exemple, le procureur général américain dit qu'à un moment que la seule chose qu'ils n'ont pas réussi à rabaisser, ou la seule chose pour laquelle on est encore suffisamment arriéré, c'est d'avoir gardé la présomption de culpabilité. Et je pense que c'est une très belle chose et que l'avocat, au contraire, doit toujours être le paragon, le bouclier de tout le monde, même des pires monstres. Parce que sinon, s'il n'y a pas de justice, s'il n'y a pas de jugement, alors il n'y a rien. Bonsoir Hugo, moi j'ai pas de question.
m'a touchée. Et voilà, je vais féliciter pour ça. Merci. Merci Hugo. Micha, c'est à toi. Un mot pour Micha, s'il vous plaît. Sophistiqué. Presque trop facile. Tout petit déjà, j'espérais avoir un frère, avant que ce ne fût une sœur. Puis, une deuxième sœur. J'espérais avoir les plus belles billes de la cour de récréation, avant que l'on me les vole. J'espérais garder mes amis à vie, avant qu'ils ne me laissent seul à jamais, parce que je portais des crocs dans la cour du collège. J'espérais courir plus vite avec les nouvelles chaussures que je m'étais donc rachetées. J'espérais un jour devenir plus grand que mon papa avant qu'il ne me dise « Niet se note, больше меня никогда не будет ». Que d'espoir brisé. Quand tu auras désappris à espérer, je t'apprendrai à vouloir. Une citation de Sénèque, philosophe de l'école stoïcienne, homme d'État romain du 1er siècle. Je pourrais analyser la citation, vous faire comprendre qu'elle met en cause l'homme de facilité qui espère de manière irréaliste. Je pourrais plaidoyer en faveur d'une prise en charge sans concession, mettre en perspective la place de Sénèque chez Montaigne et chez Rousseau. Non, je vais faire un autre choix, celui de vous désapprendre à espérer certaines choses avant de vous apprendre à vouloir. Monsieur Sénèque, Monsieur Sénèque, je ne veux pas être cynique, mais Audencia, sanique. Messieurs les jurés, pardonnez ma vulgarité, mais elle est le reflet rigoureux de ce public. Au sein de cette couille-brouille de baptous fragiles, il s'y cache des équipes du sexe. Ils ne sont là que pour ça. Je ne parle pas là de l'équipe rose de Toulouse, bien qu'elle joue aussi à la biscotte, mais des LFDP. LADP, pardonnez-moi. Alors, me répondez-vous, Micha, tu es jaloux. Je vais pouvoir en faire autant. J'espérais être un top scorer comme Maxime Berchot. Parfois, il se regarde le torse nu dans le miroir en disant « J'aime me battre ». Toute cette sexualité noyée dans la gnôle, toute cette animalité grillée dans ta piole, c'est du désir qui n'amène nulle part. Audencien, qu'espères-tu en comblant ce désir? Rends-toi compte, tu vois des fesses partout, tout le temps, elles te font tourner la tête. Tu imagines quand elles se campent comme une fleur qui est éclos à la rosée du matin, ouvrant à la vue du monde son pistil si fragile, mais libérant un pollen dévastateur pour les abeilles pulsionnelles qui se ruent sur la plus belle fleur. Des fesses aux pétales d'anciens, il n'y a que toi. Tu es semblable à ce papillon de la nuit qui admire et désire tant cette lumière chaude et profonde de ta lampe de chevet, mais c'est une fois arrivé à l'ultime objet tant désiré de ces nuits que le papillon ne sait que faire d'une ampoule. Comprenez-vous comme le désir ne peut vous combler pleinement? Comprenez-vous comme l'amour s'en va, comme cette eau courante? L'amour s'en va comme la vie est lente et comme l'espérance est violente. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. J'espère vous avoir à l'instant désappris à espérer combler certaines choses que vous désirez. Combien il faut faire bellec au bail de la life miskin, même si mes srables pour hasard de teuteux sont toujours hal pour vraiment tout ce
espoir d'espérer un jour espérer l'espérance, je vais maintenant vous apprendre à vouloir. Il existe, à mon goût, deux implacables volontés. La première volonté, que je considère comme invincible, ou presque, et surtout en ce moment, mais j'y crois, c'est une volonté qui nous est innée. C'est une volonté qui nous a donné la vie, c'est la volonté de donner la vie. Prenons un moment tous ensemble pour vulgariser Darwin et comprendre que l'espèce et son génome existent, se développent, évoluent en s'adaptant à son environnement. C'est la fameuse théorie de l'évolution. L'apparition d'un nouveau caractère sur le génome, comme la couleur des ailes d'un papillon, devenue noire, plutôt que blanche, se répand rapidement au sein de l'espèce quand la pollution noircit, par exemple, les arbres d'une forêt de bouleaux. Noir sur noir, le corbeau, le rouge-gorge ou la tourterelle ne voit plus que le papillon blanc sur noir, qui dévore cru d'une volonté de faire. Le nouveau caractère constitue donc un avantage sur l'environnement au service de sa prolifération. Et si une volonté puissante était capable de, comme les ailes d'un papillon, venir se poser sur notre génome tout entier, alors je suis convaincu d'avoir hérité de cette volonté, celle qui m'a fait naître, celle qui veut faire naître, j'ai la volonté d'être papa. La deuxième volonté, non moins puissante, mais plus fine, c'est la volonté de voir naître sous ses doigts les couleurs du jour, comme dirait Jodassin. C'est la volonté de l'air, du vent, les montagnes, l'eau, le ciel, la terre, les enfants, les animaux, les plantes et le charbon de terre, comme composerait Blaise Cendrars. C'est la volonté de l'albatros de Baudelaire. C'est la volonté des yeux d'Elsa, de Louis Aragon, Manet et Monet, Pissarro et Picasso, Glenn Gould et même Oxmo Puccino. Apprenez cette volonté acquise qu'est la volonté du beau. Cette beauté dont je vous parle se construit autour de l'étonnement face à la nature. Imaginez alors être ce nouveau-né qui s'arrête de pleurer parce qu'il voit un arbre pour la première fois. Rester enfant, c'est un peu devenir poète. Avant la conclusion, je voudrais vous réciter un extrait du poème Midi de Le Comte de Lille qui, je crois, a su trouver la volonté du beau à travers la contemplation de la nature. Une volonté capable de combiner de combler n'importe quel désespoir. Homme, si le cœur plein de joie ou d'amertume, tu passais vers midi dans les champs radieux, fuis. La nature est vide et le soleil consume. Rien n'est vivant ici, rien n'est triste ou joyeux. Mais si, désabusé des larmes et du rire, altéré de l'oubli de ce monde agité, tu veux, ne sachant plus pardonner ou maudire, goûter une suprême et morne volupté, viens. Le soleil te parle en paroles sublimes. Dans sa flamme implacable, absorbe-toi sans fin et retourne à pas lents vers les cités infimes, le cœur trempé cette fois dans le néant divin. J'ai la volonté de vous dire que malgré tout ce que j'ai pu vous dire, je suis heureux d'être ici avec vous, à Audencia. J'ai la volonté de vous dire que malgré tout ce que j'ai espéré, j'ai eu ce petit frère de 13 ans plus jeune que moi. J'ai la volonté de vous dire que j'ai porté des crottes ici même, à Audencia, avec des chaussettes. J'ai la volonté de me raser la tête si je gagne cette finale. J'ai la volonté de dire sophistiqué avant la fin de ce discours. J'ai la volonté de crier pour me faire entendre dire. J'ai la volonté que le public se lève pour applaudir. Je vais essayer de dire les choses sans vous vexer. Oui. Alors, je suis très susceptible. Bon. Pas de susceptibilité. Non, mais de toute façon, j'imagine que vous y attendez. Moi, après Sénèque, Sanique, j'ai plus rien compris.
C'est-à-dire que j'ai vu le public qui a bien réagi, rigolé, qui vous a suivi avec attention. Mais à mon sens, il y avait trop de choses complètement propres à vous, étudiants d'Audencia, pour que nous, on les comprenne. Ceci dit, je me trompe peut-être. Non, d'accord. Donc c'est ça qui est partagé, sauf par télévision, bien entendu. Alors, ce que j'ai compris, moi, c'est que vous aviez déjà gagné Babylou et que vous ne vouliez pas faire trop de jaloux en gagnant également Eloquentia. Et c'est pour ça que vous avez choisi cet angle d'attaque. Alors tout d'abord, vous me vexez. J'ai eu l'occasion, c'est vrai, à Babylou de pouvoir m'exprimer dans cet amphi, et c'est d'ailleurs à cette occasion-là que j'ai découvert un plaisir de pouvoir venir à un endroit, un endroit qui est dédié à l'écoute. Alors ça, c'est la première chose. Si je suis là, c'est vraiment avec un plaisir. Je dis, regardez-les, ils sont tous là et ils m'écoutent. Et c'est vraiment un plaisir et je peux moi aussi écouter les autres. C'est un lieu unique, si vous voulez. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je vous soupçonne, après la vulgarité, je m'en suis d'ailleurs excusé. J'ai dit, voilà, monsieur le juré, pardonnez ma vulgarité. D'avoir cessé de m'écouter à cause de cette vulgarité. Je ne veux pas remettre totalement en cause la place de la vulgarité dans la parole, parce que je ne suis pas spécialement de cet avis, c'était plus en effet pour m'adresser au public, parce qu'ils sont plus nombreux que vous. Et je vous affirme qu'à part quelques vannes, disons, visées, l'objectif de cette partie, disons, qui vous plaçait un peu comme un outsider pour vraiment comprendre, c'était vraiment de faire une sorte de critique du désir et de l'espoir de combler certains désirs. Alors j'ai fait une belle image, je trouve, avec le papillon. Celle-ci, il ne fallait pas la louper non plus. Croyez bien que je vous ai bien écouté du début jusqu'à la fin. Je vous remercie. Alors, je vais suivre un petit peu. J'ai vraiment suivi le plaisir que vous prenez à parler, à travailler l'éloquence, et ça je l'ai senti, je l'ai ressenti. Par contre, effectivement, il y a beaucoup de moments où je ne comprenais pas. Enfin, je faisais un effort pour suivre où vous vouliez en venir, et j'en suis arrivée à me poser la question de me dire, est-ce que, alors on est là pour parler d'éloquence et c'est l'objet, est-ce que pour vous l'éloquence, alors ça serait la poésie, vous parlez très fort, c'est ça pour vous l'éloquence? C'est pas parce que vous êtes plus nombreux qu'on a le droit de poser des questions qu'on veut. C'est nous qui sommes à cette place. Alors, d'abord pour la poésie, moi je placerais l'éloquence au service de la poésie. C'est elle qui est capable de faire vivre certains poèmes, bien que souvent je trouve vraiment préférable, sauf si on connaît voilà, un auteur, moi je pourrais ajouter un acteur par exemple, qui récite des poèmes, je conseille Jean-Louis Trintignant, qui récite des poèmes comme nous on les lit. Sinon, l'éloquence peut desservir la poésie, ça peut être vrai. Et sinon, pour parler fort, c'était vraiment pour appuyer sur le fait que l'éloquence, c'est se faire entendre, et c'était plus une image plutôt que simplement une sorte d'expression voilà, d'originalité. Très bien, la question c'était vraiment une question. D'abord, c'était pas une critique, c'était une question. Oui, je me sens attaqué depuis tout à l'heure. Parce que c'est quelque chose, c'est un vrai débat, parce que vous avez chacun des personnalités différentes et une façon d'aborder l'éloquence d'une manière différente. Donc voilà, c'était une question par rapport à comment vous abordez cette question de l'éloquence.
l'éloquence, je le vois par rapport à votre personnalité et le sujet. Il y a vraiment, je trouve ça extrêmement courageux de venir ici et je comprends tous les étudiants qui vous encouragent et vous disent il y a plein de moments des riches et après c'est vraiment la question de j'ai senti tout l'amour et le rapport à la poésie que vous avez aujourd'hui dans votre discours. C'est vraiment le rapport que vous faisiez entre la poésie et les arts. C'est ouvert. J'avais Micha toujours pour aller un peu dans le sens. On se connaît pas beaucoup, hein. Il était une chose importante parce que l'éloquence, bon, nous en tant qu'avocats, évidemment, c'est forcément quelque chose qui nous parle un peu, mais est-ce que l'éloquence, c'est finalement se faire entendre ou se faire comprendre? En fait, je pense que la question est réellement importante, surtout pour celles et ceux qui souhaiteraient devenir avocat. Je vous pose la question, Micha, parce que il me semble que l'éloquence, c'est être capable de m'adapter à mon auditoire. Et d'abord, quand je plaide, moi je plaide pas pour le public qui peut être dans la salle, je plaide pour les juges. C'est eux que je dois convaincre. Et là, ce ne sont pas vos collègues, ce sont nous que vous devez convaincre. Et c'est vrai que sinon vous perd, si on n'arrive pas à comprendre et rire effectivement aux blagues, manifestement étaient très bien. Manifestement, on n'a pas su rire, parce qu'on ne comprenait pas tout forcément. Voilà. Mais non, justement, j'en reviens, c'est ma question. L'art oratoire, c'est quoi pour vous? C'est se faire entendre ou se faire comprendre? Ou est-ce que vous passez les deux, mon capitaine? Alors, je constate de ne pas avoir réussi à m'être fait comprendre. J'étais dans un endroit où je pouvais déjà me faire entendre. J'ai essayé d'être audacieux pour essayer de me faire comprendre. Moi, je continue à me défendre, hein, mais je suis mon propre avocat. Il y avait trois parties. Il y avait une première partie qui était en effet, et des échanges longs avec mon grand-père, où il me disait ne la faites pas. Je l'ai quand même faite, voilà. Ça, c'était ma volonté. Et les deux autres parties, on n'en parle pas assez. J'ai vraiment eu la volonté de vous faire comprendre des volontés qui sont supérieures à toutes les autres volontés pour moi, celle du beau et celle d'être parent. Et voilà, ça n'a peut-être pas marché avec les juges, comme vous dites, je me suis peut-être adressé au public, mais pour moi, ce sera toujours le bon public. Et c'est pour ça que... que je vous disais dès le début, sans vouloir vous vexer, que je pensais que vous aviez gagné Babylou, donc vous n'étiez pas là pour gagner, mais pour faire plaisir au public, et je crois que vous leur avez bien fait plaisir. J'avais mal compris, alors excusez-moi. Je me suis mal exprimée, je n'ai pas votre talent. Bonsoir Micha. Ça fait plus. Moi Micha, j'ai tout compris. Yes. Ensuite, je vais te poser une question, parce que là je sens qu'on s'est un peu écarté du sujet finalement. Qu'espérais-tu ce matin en chaussant ces magnifiques chaussettes à pois orange? Eh bien, j'espérais vous faire sourire. Et bah t'as réussi. Bonsoir. Alors, le mot du public, j'aimerais que ce soit branché. Est-ce que tu peux répéter bichon, s'il te plaît? Ici, je vois pas, j'ai pas le dialogue. C'est pas grave. Je t'écoute, dis-moi tout. On dirait Fort Boyard avec le père Fouras, pardon. Vite, branché. Branché? Ouais. Merci. Ça va, vous m'entendez? Parfait. Écoutez, je sais pas pour vous, mais moi, quand j'étais petit, j'avais un seul rêve. Je voulais être un super-héros. Je me voyais en Action Man. Je me voyais en Lara Croft. Je me voyais même en Alexandra Lederman. Tout me convenait, ne rigolez pas. Et c'est pour ça que je vais essayer d'être prêtre. Car bien malin,
quand on y pense, Dieu, on parle à la base d'un simple verbe, perdu dans le chaos originel, et qui d'un coup décide de dire que la lumière soit. Il passe alors de verbe à un caractère divin. Et laisse alors les pauvres hommes, dans leur passive exégèse, de répondre que la lumière fut. Eh bien alors, je concluais, chérubin, qu'apporter la lumière aux hommes, c'était devenir un peu Dieu. Et donc là voilà ma solution. Pour devenir un super-héros, je vais donc être un porteur de lumière. Il ne me restait donc que deux choix. Être prêtre ou un électricien branché. Mais que sa que ma mère bénisse cette deuxième option, je me lança donc dans la première. J'allais donc devenir prêtre, porteur de la lumière divine, et devenir à l'échelle des humains un mini-dieu, un mini-porteur de lumière. Je me disais qu'en plus, la vie était bien faite. Car vous me voyez, je suis un homme blanc, hétérosexuel et avide de gluten. J'ai donc à peu près 100% de chance de devenir un oppresseur. Et donc, si j'étais prêtre, Dieu me garantissait au moins une place au paradis. J'étais donc tout gagnant. Et c'est pour ça que je fis, fort dévotement, mes sacrements. Première communion, confirmation. J'avais même serré quelques moignons recousus au pèlerinage de Lourdes. Empreint de lumière divine, j'expérimentais mes nouveaux pouvoirs sur les personnes autour de moi. Mais rapidement, j'ai dû me rendre à l'évidence. Les lumières divines n'avaient plus beaucoup d'emprise sur la majorité de mes camarades. Et puis, encore, sans que je me rende compte, lumière intense et forte du christianisme de mon enfance était devenue pâle et vacillante, sous l'effet d'un phare à la lumière beaucoup plus ardente, le phare du tout visible. Le phare du tout visible, c'était la lumière des caméras, d'Internet et des smartphones. C'était cette visibilité soudaine, excitante et inédite dans l'histoire de l'humanité. Ah, fini les porteurs de lumière divine, les hommes s'étaient fait une lumière à leur image. Et cette nouvelle lumière conférait des pouvoirs incroyables. En quelques jours, un ado attardé de 25 ans pouvait devenir une légende nationale avec un seul mot de vocabulaire, faux! Et même, au sein de ma propre famille, quelque chose se tramait. Mon petit frère, Émilien, 11 ans, était maintenant capable en 1 minute sur Facebook de passer du tag un pote pour qu'il regarde ce kiwi sans raison, MDR, à si toi aussi tu es contre la guerre monétaire qui se trame sous nos yeux entre les États-Unis et la Chine, signe cette pétition. J'étais bluffé. Mais alors que je continuais de regarder le fil d'actualité de mon petit frère par-dessus son épaule, je constatais soudain, avec effroi, qu'il venait de regarder avec indifférence une photo de la dernière recette du saumon épinard de Chef Club, juste avant la photographie d'un enfant syrien décapité. Comment expliquer alors qu'un enfant de 11 ans, qui possède encore le génie de l'inexpérience, puisse rester face à la photographie d'un autre enfant mort, stoïque et froid? C'est alors que j'ai compris le drame de la lumière contemporaine. Cette lumière n'en avait plus que le nom. Loin de la lumière d'autrefois, elle n'était plus ce drapeau universel qui poussait les hommes les uns vers les autres, mais elle était devenue un voile constant, posé sur les regards et qui les éblouissait en permanence. Comble du malheur, alors que les hommes se voyaient maintenant, pour la première fois de leur histoire, sans illusion, sans zone d'ombre, ils étaient devenus insensibles, les uns aux autres. Abrutis par cette saturation d'images qui remplaçait leur imagination. Mais ne dit-on pas qu'une crise est également une opportunité en devenir? Comme on dit ici, never stop daring. Je donnais enfin la possibilité de devenir un super-héros. J'allais sauver l'humanité de cette lumière moderne. J'allais retourner les hommes vers l'obscurité bienfaisante. Et c'est alors que je partis aux 4 coins du globe et que je retins à peu près ce discours. La lumière qui autrefois réconfortait le cœur de l'homme par sa rareté, aujourd'hui l'assèche par sa chaleur permanente. Et si vous, hommes modernes, pensez que l'espèce humaine trouve plus de jouissance dans la lumière que dans les ténèbres, alors
Comment expliquez-vous qu'au moment où vous faites l'amour, vos yeux se ferment? Comment expliquez-vous que lorsque l'âme et le corps s'étreignent dans une ultime extase, vos yeux ne demandent qu'à vibrer dans le noir? Comment expliquer, alors que vous vous agenouillez et que vous priez, vos regards urgent de se fermer? C'est que si la lumière est le propre du regard, l'émotion est le propre du cœur. Et ce que nous avons gagné en visibilité, nous l'avons perdu en profondeur. De là viennent nos difficultés à aimer, à nous attacher et d'accorder de la vraie importance aux choses. La lumière moderne a séquestré votre humanité en la soumettant au tribunal de la toute transparence. Bon, je pense que je peux m'arrêter là. Est-ce que je pourrais encore essayer vainement de vous faire croire que je suis un fervent défenseur de l'obscurité et que la lumière du tout visible me dégoûte? Je pourrais le faire, mais je suis sûr que vous ne me croirez pas. Car comment croire quelqu'un comme moi? Quelqu'un qui passe son temps à se mettre en avant. Quelqu'un qui est en train de maudire l'exposition du tout visible alors qu'il prend du plaisir à parler devant 400 personnes. Pourtant, je vous l'ai dit, et je suis sincère, je n'aime pas cette lumière moderne qui pousse continuellement les hommes à confronter leur ego. J'exècre cet éblouissement permanent des images qui ont tué mes illusions. Mais malgré ce rejet, je ne pourrai plus jamais être ce petit Louis qui voulait sauver les hommes du phare du tout visible. Car le Louis que vous voyez devant vous est le pur produit paradoxal de cette lumière moderne. Car je suis lucide. Je sais très bien que plus je suis exposé à la lumière, moins je brille par mes qualités personnelles. Je deviens prisonnier de l'étroitesse de la scène qui m'éclaire. Et une fois dehors, je n'ai plus aucune valeur. Mais c'est irrésistible. Depuis que j'ai goûté la lumière, j'ai du mal à m'en retirer. Sans savoir pourquoi, alors que je m'admire autant que je me dégoûte, je m'accroche. Je repousse autant que possible le moment de sortir de ce cercle de lumière, de son bruissement de compliments et de louanges, car je redoute le moment où je vais me retrouver seul, chassé du monde, et avec comme seul épitaphe, ici, la lumière. Merci Louis pour ce discours, vous ne connaissez pas ses qualités. Très touchant comme discours, très profond. Vraiment, moi j'ai beaucoup apprécié cette opposition entre visibilité et profondeur, et en même temps le fait que vous ayez renvoyé tout ça à vous ensuite en faisant une autocritique. Je trouve ça assez courageux, assez profond, assez réfléchi. Vraiment bravo. J'ai pas de questions à vous poser. Bonsoir Louis. Merci beaucoup pour ce discours. J'ai une petite question. Que feras-tu une fois les projecteurs éteints? C'est vraiment ça. Ça restera en dessous. Louis, merci parce que vous avez mis en pas mal de tableaux. Il y a eu effectivement, il y a eu votre enfance, il y a eu le présent, il y a eu pas mal d'oppositions, ça m'a plu, ça parlait. Mais alors, je vous ai quand même trouvé un tout petit peu pessimiste, vous qui êtes un jeune homme, la vie est devant vous. J'ai l'impression de voir là quelqu'un qui est très pessimiste sur le monde qui nous entoure. Vous n'y voyez pas de capacité. Où est votre capacité? C'est ça la question. Elle est où, la capacité d'émerveillement, finalement, dans ce monde? Je veux le voir. Voilà. Je vais répondre encore sincèrement, il y a deux choses. C'est que il y a la tendance longue de l'humanité. Je pense que quand on prend aujourd'hui les hommes d'aujourd'hui, je pense qu'en réalité, ce que je dis dans ce texte, nous sommes, je pense, moins sensibles. C'est pas une sensibilité, elle est picturale.
Aujourd'hui, on se lève le matin, on va sur Instagram, on voit tous nos amis qui sont au ski, à la plage, à la montagne. Alors que moi, mon grand-père, à 55 ans, il a vu pour la première fois la mer. Aujourd'hui, Emilien, en 8 ans, il avait déjà vu sur Google Images, des choses comme ça. Donc je pense que là, au niveau de la sensibilisation, on est sur quelque chose, oui, qui a changé, mais c'est pas grave. Et après, la capacité d'émerveillement, je vous conseille de venir ce soir au Petit Marais, et puis... Moi, je voulais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que j'ai été un peu parachutée ici, et donc j'avais pas du tout de consigne sur ce qu'on disait, ce qu'on posait comme question. Donc, désolée si à cet exercice j'ai pu être maladroite tout à l'heure, parce que voilà, j'essayais de comprendre ce qui se jouait dans les discours sur les vacances, et j'ai vraiment apprécié ce que tout le monde fait. Voilà. Et chacun nous laisse. Louis, moi je suis d'accord aussi avec ce qui a été dit, je trouve ça très intéressant et très riche d'apporter de votre personne, de parler de vous sur cette question très générale et d'apporter tout de suite, j'ai été très attentive quand vous avez commencé à dire moi quand j'étais enfant, voilà, de parler et d'amener de votre vécu, de ce que vous êtes, c'était vraiment très intéressant. Bonjour. Le mot que je vais proposer, c'est chèvre. C'est pardon, chèvre? Oui. On passait une bonne soirée. Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, les seules assiettes des autres vides, et qui ayant tout, se permettent de dire avec une bonne conscience, une bonne figure, nous qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur dire à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Et le soir, quand vous rentrez dans vos belles maisons et embrassez vos petits-enfants, au regard de Dieu, vous avez certainement plus de sang sur vos mains d'inconscient que n'en aura jamais le désespéré qui a pris les armes pour sortir de son désespoir. Bon, je reconnais c'est un début un peu difficile, mais certains parmi vous ont reconnu les mots justes et le verbe fort de l'abbé Pierre. Dans notre époque, il y a prostitué la vie privée, sur l'autel de la transparence et du tout public. Une vérité de fond, elle, reste tapie dans l'ombre de l'obscurité, celle de l'évasion fiscale. Et pourtant, les paradis fiscaux pullulent partout, dans les Caraïbes, dans les pays d'Afrique et d'Asie, souvent des pays pauvres qui ont décidé de faire des fonds propres, leur fonds de commerce. Un fonds de commerce qui ne génère aucun investissement dans les pays d'accueil, qui ne fait que s'évaporer les recettes fiscales dans les pays d'origine. Le paradis fiscal prend tout et ne rend rien. Il sacralise la richesse et l'individualisme. Il sacrifie l'esprit de groupe. Il est là le drame. Quand les riches vont au paradis fiscal, les autres descendent dans l'affaire de la pauvreté. Et c'est à cet instant de mon discours que je me rends compte que je suis en train de vous servir un discours moralisateur et gauchiste possible, ça ne va pas du tout. Qui ose vous servir? Moi, Alban de Poulpiquet de Bascanvel, mon nom à particules, ma chevalière et mon château en Anjou, mais ça ne va pas du tout. Non, excusez-moi, je n'excuserai pas de préférer... Je n'excuserai pas, pardon, de préférer des banques privées aux... Oula, bon, excusez-moi, je l'égare. Je ne m'excuserai pas. Et non, je ne m'excuserai pas. Je m'excuserai encore moins, car si c'est ça que vous vouliez entendre, il faut s'écouter un album de Zaz, mais pas mes discours. Je ne m'excuserai pas de préférer les banques privées aux banques alimentaires. D'ailleurs, j'aimerais commencer par réhabiliter les paradis fiscaux.
À bien y penser, ce sont aussi des très agréables lieux de vacances. Panama, île Vierge, le sol y est fin et la mer parfaitement turquoise. Alors après, où vont les pauvres? Enfin, pardon, les autres. Alors ça, très franchement, je l'ignore. Mais à Palavas des Flots, j'imagine. Qui d'ailleurs, très franchement, n'a rien à envier à ces îles. Techniquement, il y a la plage, il y a la mer, il y a même des touristes allemands avec leur slip de bain, la nuque longue, la trace du coup de soleil qui épouse parfaitement le tracé du Marseille sur les épaules, et sans oublier évidemment l'indémodable combo claquette chaussettes, qui fera certainement avec les sémichas par ailleurs. Pour autant, pardon, j'ai lu il n'y a pas longtemps dans un article que certains commençaient à quitter les îles fiscales, que certains commençaient à prendre la voie de la repentance. Sur les 3 dernières années, 45 000 évadés fiscaux français seraient rentrés en France, dans le monde où on paye les impôts. L'article rajoute à la fin par ailleurs que la moyenne d'âge de ces repentis serait de 70 ans. Ce qui me paraît assez cohérent en somme. À 70 ans, on commence à être conscient que le pot de départ approche. On se dit qu'il est peut-être temps de régler les 2-3 petites bêtises qu'on a pu faire. On prend la voie du pardon et de la rédemption des fois qu'il y ait un paradis après le paradis fiscal. Et d'ailleurs, à bien y penser, on devrait bien féliciter et remercier l'inventeur du paradis fiscal. Pas seulement pour les économies qu'il fait faire à notre cher ami Patrick Balkany, mais uniquement d'un point de vue sémantique. Paradis fiscal. C'est tout de même un oxymore de génie. Cet homme ou cette femme a donc transformé l'enfer des impôts en un paradis. Mais il a transformé les ténèbres en lumière, la nuit en le jour. Kenji Girac en Vivaldi. Pour autant, je crains que cet oxymore ne soit qu'une imposture. Suffit-il d'accoler 2 mots antinomiques pour en faire un oxymore digne de ce nom? Comment parler de paradis fiscal quand l'évasion fiscale, elle, reste précisément tapie dans l'ombre, alors que le paradis est un exemple de luminosité et de clarté? Elle est là, la première imposture de ce sujet. Un sujet qui compte 3 impostures. Oui, ce soir, je dénonce. La première imposture, c'est donc cet oxymore qui n'en est pas un. La seconde, c'est la manière de l'intituler, de parler des autres. De parler des autres comme si nous ne les connaissions pas, et surtout, qui laisse entendre qu'on connaîtrait et qu'on comprendrait parfaitement le comportement des riches, certainement pour en faire partie. Et je remercie à ce titre le Kelsey de la bonne santé financière qu'elle me prête. Cela sous-entend aussi et surtout que nous tenterions de comprendre le comportement des autres, comme si nous, évadés fiscaux, formions un groupe majoritaire qui tenterait de comprendre comment ces sans-dents font pour ne pas aller dans les paradis fiscaux. Sur quoi on répondrait assez évidemment que les évadés fiscaux ne représentent même pas 1% de la population mondiale, mais ensuite et surtout, on peut très bien être riche et décider de rester dans les normes. Ce sujet n'est donc qu'une modalité intellectuelle. Et enfin, la troisième imposture, une fois que nous sommes à la place de l'évadé fiscal, c'est d'oser encore se demander où vont les autres. Mais où voulez-vous qu'ils puissent aller quand une minorité s'est accaparée les moyens d'avancer? Prenons l'exemple de notre sacro-saint problème du trou de la sécurité sociale. J'avais pensé aux anges de la télé-réalité, mais ça n'avait pas de lien avec le sujet. Le trou de la sécurité sociale, aujourd'hui, pèse 10 milliards d'euros. À côté, le manque à gagner pour l'État dû à l'évasion fiscale en recettes est estimé entre 60 et 80 milliards, soit 6 à 8 fois ce qui suffirait à boucher le trou de la sécurité. Et on ose se demander où vont les autres. Ce sont autant de milliards qui ne partent pas dans les hôpitaux, qui ne partent pas dans le système éducatif, qui ne partent pas dans nos armées, qui ne partent pas dans le ministère de la Culture. Bon, ceci dit, le ministère de la Culture, il n'y a jamais vraiment eu de budget, donc c'est l'impact qui est assez limité, mais rendez-vous compte du pain qu'il reste sur la planche à billets. Le vol de l'évasion fiscale, c'est de permettre l'envol de certains, en immobilisant la majorité. C'est de se permettre de monter au paradis, tout en prenant le soin de casser l'ascenseur social.
Oui, je dois confesser que quand plus de 50% ne partent pas en vacances, 50% de Français pardon, ne partent pas en vacances, j'ai pas beaucoup de sympathie pour ces globetrotters des paradis fiscaux. Ces chèvres ou ces chiens à la suite de la première niche fiscale. Et tout ça pour quel revenu? Les revenus présents dans les paradis fiscaux sont très souvent issus du grand banditisme, trafic de drogue, d'armes. Si les bandits sont riches sur terre grâce au paradis fiscal, soyez assurés qu'il n'en peut être pas d'autre, de paradis. Et s'ils ont connu l'évasion sur terre, en enfer ils ne trouveront qu'une prison. Certainement sont-ils à droite, mais à la droite de Dieu, ça m'étonnerait bien. Si en revanche il n'existe ni Dieu, ni paradis, ni enfer, alors riche ou non, évadé ou non, à 6 pieds sous terre, nous sommes tous au même niveau. Et les vers nous rongeront jusqu'à l'os, sans prendre compte ou non de notre solvabilité financière. Et ainsi, de l'une ou l'autre des manières, prendra fin le rapport sûr. Merci. Merci Alban. Rien à voir avec l'éloquence. Rien à voir avec l'éloquence ni avec votre prestation, mais juste une question. L'optimisation fiscale, c'est de l'évasion fiscale, la fraude fiscale? Question sans a priori. Oui, je t'entends bien. Le problème du sujet de l'évasion fiscale, du paradis fiscal et de l'optimisation, c'est que, et j'ai comme l'impression que dans ce débat avec les avocats, je ne suis pas forcément gagnant, mais que tout joue sur des subtilités de règles. À quel moment on décide de passer au-delà de la règle? À quel moment on est dans les clous? À quel moment on n'y est plus d'un point de vue réglementaire, mais aussi d'un point de vue moral? À quel moment on peut se dire, techniquement, l'optimisation fiscale, c'est juste une manière de jouer avec les règles en bonne intelligence, et c'est a priori un bon comportement à avoir. Il reste à savoir aussi si d'un point de vue moral, on est en accord avec soi-même. Si l'optimisation fiscale forcée ou démesurée permet de rester en lien avec sa propre moralité. Mais l'optimisation fiscale, d'un point de vue purement étymologique, ou légal, ne me paraît pas sortir des clous. Restons allemand un peu sur l'étymologie. Évasion fiscale, moi je poserais presque évasion fiscale à exil fiscal. Ce ne sont pas tout à fait la même chose. Effectivement, dans l'évasion fiscale, il y a le côté volonté de violer la règle de droit. Mais dans l'exil fiscal, et j'insiste sur où vont les autres, le couple de retraités qui part au Portugal, qui part au Maroc, est-ce que vous pensez que vous allez comparer à la famille Muliez ou à Bernard Arnault? Et est-ce que ces gens-là aussi n'ont pas droit à leur paradis fiscal de la même façon? Qu'en pensez-vous, Alban? Sur les 45 000 évadés fiscaux qui sont revenus en France que j'ai cité tout à l'heure, l'extrême majorité fait partie du profil que vous décrivez. Des évadés fiscaux qui n'ont pas le costume traditionnel des quelques-uns, mais qui cachent énormément. Je ne vous cache pas que si j'avais parlé de ce couple-là, ça aurait été moins dramatique. Et peut-être que ça aurait moins servi mon discours. Mais c'est aussi parce que j'avais pas forcément envie de rentrer dans des subtilités d'optimisation fiscale, que j'ai préféré m'attarder sur d'autres détails, comme cet oxymore sur ce que peut être le paradis fiscal. J'ai préféré lancer des pistes là, plutôt que de m'atteler à ça, mais effectivement, c'est quelque chose qui va être traité. Merci beaucoup, Alban. Habituellement, tu commençais par un bonsoir au nom du candidat. J'aimerais bien regarder. Bonsoir, Alban. Bonsoir, t'as plus. Malheureusement, je n'ai pas de questions pour toi. Peut-être parce que la fiscalité ne m'inspire pas tellement. À toi aussi. Donc, je veux juste te féliciter et. Juste te féliciter. C'est déjà pas mal, merci. Voilà, merci beaucoup.
très rigolo, pas très sympathique avec nos questions fiscales. Ah oui, mais le sujet les amenait, donc je vous en veux pas. Moi non plus, j'ai pas beaucoup rigolé. Mais ceci dit, vous nous avez fait beaucoup rire avec le traitement que vous avez choisi pour ce sujet. J'ai adoré votre entrée en matière et le fait que vous nous parliez de vos origines et de le fait que vous disiez que c'est un traitement gauchiste que vous aviez commencé à aborder. Moi, j'ai trouvé votre entrée en matière et la cassure par la suite très intéressante. Et c'est intéressant aussi d'avoir ce genre de choses dans les concours d'éloquence. C'est de partir, on part dans une direction et hop, vous cassez complètement le rythme pour aborder une autre façon de traiter le sujet. Et vous l'avez fait à plusieurs reprises dans votre discours et ça, bravo. Je remercie. Alors d'ailleurs, je tiens à préciser, parce que déjà en demi-finale, j'ai beaucoup parlé de paradis, de Dieu, de chrétienté. Alors maintenant que j'ai parlé beaucoup de chevalière, de mon nom à particules et de mon château en Anjou, j'aimerais juste préciser que je suis quelqu'un de normalement constitué, que je ne suis pas royaliste, et qu'au sens commun, je préférerais toujours le bon sens. Voilà. Alors merci pour votre attention, j'espère que vous avez pris du plaisir. On va laisser quelques minutes au jury pour délibérer, donc restez avec nous pour connaître le ou la gagnant de cette 6e édition de l'Occasion. Bonsoir à tous, merci d'être restés, tout d'abord. Avant toute chose, je tenais à préciser que c'était vraiment difficile de choisir le gagnant de ce soir, parce que je pense qu'on peut vraiment les applaudir, tous ceux qui vraiment touchants. Ils ont tous, voilà, ils ont tous touché, je pense. Vous l'aurez compris. Néanmoins, nous avons donc fait un choix qui se portait sur plusieurs critères. Nous avons pris en compte, bien évidemment, si la personne avait plus ou moins traité le sujet, comment elle l'avait traité, comment son éloquence. Parce que c'est un petit peu le but quand même ce soir. Et donc, nous avons établi un petit classement en collaboration avec je pourrais pas dire mes camarades parce que avec mes camarades. Et donc je pense que voilà, je vais rien oublier. Je sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Pour l'instant, ça va. Donc nous allons procéder à un petit peu donc au classement. Nous avons eu du mal, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas me répéter une fois, à choisir quelqu'un. Et donc pour la 3e place, nous avons choisi 2 personnes ex aequo. Parce que, alors je ne sais pas si au niveau des lots, on l'avait prévu ça. On va trouver quelque chose. Ces 2 personnes nous ont touchés différemment, ont traité les sujets différemment. Et pourtant, nous ont touchés, décidément ce mot revient assez souvent. Tout d'abord, j'ai le plaisir d'appeler la seule participante qui... Excusez-moi, je peux me rester. Je vais donc désormais appeler le 3e ex aequo, puisque maintenant, plus de mystère, il s'agit d'un garçon. Il nous a touchés par sa voix, par son éloquence, par son envie. Et je tiens donc à appeler Nicolas Orliac. Donc vous aurez une petite coupe pour vous partager. Alors, normalement, la seconde place qui est attribuée à une personne qui a traité un sujet assez grave et qui l'a traité d'une très bonne manière, finalement. C'est une personne qui... ça me fait assez drôle de lui remettre ce prix-là parce que l'année dernière, il était à ma place.
Et donc j'appelle Hugo Gravé. Alors Hugo qui gagne donc une petite coupe pour lui tout seul, ainsi qu'une enceinte Bose. Merci beaucoup. Et enfin, le grand gagnant que vous attendez tous. Sinon, je suis un petit peu émue. Je suis un petit peu émue de remettre ce prix également. Oui, il n'était pas mauvais, hein. Et là, je sais pas trop. Non, pour être plus sérieuse, voilà, je le félicite parce qu'il a traité son sujet du début à la fin d'une manière qui vraiment nous a émus aussi et qu'on a trouvé vraiment incroyable. Et donc, voilà, j'ai l'honneur d'appeler Louis Michaud. Assez entendu parler ce soir. Merci encore, merci au jury. Surtout encore un peu d'applaudissements pour mes amis et mes concurrents ce soir. Oui, je voudrais rajouter une petite chose, parce que ça fait plusieurs années que je participe au jury sur le concours, et le niveau augmente vraiment d'année en année, je trouve. Bravo.